Le crapaud commun a l'air tout à fait inoffensif, mais les glandes de sa peau produisent un cocktail de poison capable d'arrêter le cœur d'un chien en seulement quelques minutes. Et ce qui arrive lorsque ce venin pénètre dans les yeux ou sur les muqueuses d'un être humain, c'est quelque chose à quoi l'émission d'aujourd'hui ne vous préparera certainement pas. Je suis Jakub Prochaska. Voici Monde sauvage, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un animal que vous croisez toute votre vie, mais dont vous ne savez presque rien. Un animal qui se tient sur votre brique, dans votre parterre de fleurs, ou peut-être en ce moment même dans le soupirail de votre cave, le crapaud commun. Et croyez-moi, après cet épisode, vous le verrez d'un œil totalement différent. Plantons d'abord le décor, car vous le connaissez. Une soirée de juillet, le soleil vient de se coucher, l'air est chaud et humide. Vous êtes assis sur la terrasse, vous faites un barbecue, les enfants courent pieds nus dans le jardin, et puis cela arrive. Un petit tapotement lent et lourd dans l'herbe. Les enfants se mettent à crier, mais pas de peur, plutôt d'excitation. Maman, papa, regarde, une grenouille. Et avant que vous n'ayez le temps de réagir, une petite fille de 5 ans tient dans ses paumes une créature gris-brun à la peau sèche et verruqueuse, avec d'immenses yeux dorés. Que faites-vous? La plupart des parents souriront, diront peut-être de la reposer dans l'herbe, et retourneront à leur barbecue. Car après tout, que pourrait-il arriver? Ce n'est qu'un crapaud. Et c'est précisément là qu'est le problème. Dans ce sentiment de sécurité, dans cette évidence avec laquelle nous abordons le crapaud, la plupart des Français distinguent activement le crapaud de la grenouille, certes, mais l'image qu'ils en ont s'arrête quelque part au conte de fées sur le prince charmant et aux souvenirs d'enfance, quand nous les captions au bord de l'étang. Le crapaud fait pour nous partie du paysage, comme les pissenlits ou les moineaux. Quelque chose qui est simplement là, qui a toujours été là, et qui est absolument 100% inoffensif. Sauf que le crapaud commun n'est pas inoffensif. Et ce qu'il porte sur sa peau devrait au moins vous inciter à la réflexion. Regardons maintenant ce qui se passe réellement sous cette peau rugueuse et verruqueuse. Si vous regardez un crapaud de près, vous remarquerez deux formes orales proéminentes, juste derrière les yeux, une de chaque côté de la tête. Elles ressemblent un peu à des bosses, comme si le crapaud avait des gonflements derrière les oreilles. On les appelle les glandes parotoïdes et ce sont en fait de véritables usines biologiques à venin. Mais il ne s'agit pas seulement de ces deux glandes principales. Toute la peau du crapaud est parsemée de minuscules glandes à venin qui produisent une sécrétion chaque fois que le crapaud se sent menacé. Il suffit de le presser, de le taquiner ou simplement de le prendre en main, de manière un peu trop brusque, pour que les glandes s'activent. Et que produisent exactement ces glandes? C'est là que ça devient vraiment intéressant, car il ne s'agit pas d'une seule substance. Le venin de crapaud est un cocktail chimique sophistiqué qui contient des dizaines de composés biologiquement actifs. Mais trois d'entre eux sont les principaux. Trois dont vous devez connaître l'existence. Le premier s'appelle la buffotoxine. Si l'on décompose le mot buffo, signifie crapaud en latin et toxine signifie poison. C'est donc littéralement le poison du crapaud. La buffotoxine appartient au groupe des stéroïdes cardioactifs, ce qui signifie qu'elle agit directement sur le muscle cardiaque. Voici comment cela fonctionne. Votre cœur, tout comme celui d'un chien ou d'un chat, fonctionne grâce à un système très précis d'impulsions électriques. Ces impulsions contrôlent la vitesse et la force avec lesquelles le cœur se contracte. La buffotoxine pénètre dans ce système et bloque la pompe sodium-potassium, le mécanisme qui maintient le bon équilibre des ions dans les cellules cardiaques. Quand cette pompe s'arrête, le cœur commence à battre de manière irrégulière, ralentit, puis s'emballe selon un rythme contre nature, et finit par s'arrêter complètement. Cela semble dramatique, parce que ça l'est. Chez un petit chien, l'arrêt cardiaque peut survenir dans les 15 à 20 minutes suivant le contact avec une dose suffisante de venin. La deuxième substance clé est la buffoténine. Ce nom est peut-être familier à certains d'entre vous dans un tout autre contexte, et nous y reviendrons plus tard. La buffoténine est un alcaloïde de la famille des tryptamines, ce qui la place dans la même famille chimique que la sérotonine, le neurotransmetteur qui régule l'humeur, le sommeil et bien d'autres fonctions dans notre cerveau. La buffoténine agit sur le système nerveux. Elle peut provoquer des hallucinations, une désorientation, des nausées, des vomissements et à dose suffisante, des convulsions. Chez les animaux qui lèchent ou mordent un crapaud, la buffoténine provoque une réaction immédiate du système nerveux. L'animal se met à baver, tremble et perd sa coordination. Et la troisième composante importante est la bufagine. La bufagine est structurellement proche de la buffotoxine, mais possède une pharmacologie légèrement différente. Elle agit également sur le cœur, mais possède en plus de puissants effets vasoconstricteurs. Cela signifie qu'elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins. La combinaison de ces trois substances crée un effet auquel il est très difficile de résister. Le venin attaque simultanément le cœur, les vaisseaux et le système nerveux.
C'est comme une triple frappe qui percute l'organisme de 3 côtés différents à la fois. Vous vous dites peut-être: «D'accord, c'est terrifiant, mais qui cela concerne-t-il? Qui entre réellement en contact avec le venin de crapaud au point que ce soit dangereux?» La réponse risque de vous surprendre, car les victimes sont plus nombreuses que vous ne le pensez, et la plupart en 4 pattes. Les cliniques vétérinaires, en France, signalent chaque année des cas d'empoisonnement au venin de crapaud. Et il ne s'agit pas de cas isolés, mais de dizaines de cas déclarés, alors que le nombre réel est probablement bien plus élevé, car de nombreux propriétaires de chiens ne réalisent même pas ce qui est arrivé à leur animal. Le scénario typique est le suivant. Le chien est dans le jardin, libre ou attaché. C'est le soir, l'air est humide. Les crapauds sont actifs. Le chien repère un mouvement dans l'herbe, accourt, renifle, puis passe à l'action. Il attrape le crapaud dans sa gueule, et à cet instant, plusieurs choses se produisent simultanément. Le crapaud, dans une réaction de défense, active ses glandes à venin et expulse la sécrétion directement dans la gueule du chien. Le venin entre en contact avec les muqueuses de la cavité buccale, de la langue, des gencives et commence à être absorbé. Et il s'absorbe rapidement, car les muqueuses de la bouche sont extrêmement vascularisées et perméables. En quelques secondes, les premières molécules de venin atteignent la circulation sanguine. Ce qui suit, le premier symptôme, est une salivation massive. Le chien se met à baver si intensément que des filaments de salive coulent littéralement de sa gueule. Puis il commence à frotter son museau contre le sol, dans l'herbe, contre n'importe quoi parce que les muqueuses le brûlent et l'irritent. Suivent les vomissements, les tremblements, la désorientation. Le chien peut se mettre à tituber comme s'il était ivre. Et si la dose de venin était assez forte, les convulsions arrivent. Tout le corps commence à se tordre de manière incontrôlée et, dans le pire des cas, c'est l'arrêt cardiaque. Les vétérinaires disent que les premières minutes sont décisives. Si le propriétaire remarque ce qui s'est passé et réagit immédiatement, les chances de survie sont élevées. Mais si le chien attrape un crapaud au fond du jardin et que le propriétaire ne le voit pas, il peut être trop tard. Les petites races sont particulièrement vulnérables car une dose de venin qui ne ferait que désorienter un grand chien peut tuer un petit Yorkshire ou un Chihuahua. Et ici, je dois dire une chose qui m'a personnellement touché lors de mes recherches. Les chiens ne tirent pas de leçon de cette expérience. La plupart des chiens qui survivent à un empoisonnement au venin de crapaud recommencent. La fois suivante, ils l'attraperont à nouveau. Ils n'ont pas cette association. Cette expérience n'est pas codée comme un avertissement. Donc, si vous avez un chien et des crapauds dans votre jardin, c'est quelque chose que vous devez savoir et que vous devez prévenir activement. Mais nous y reviendrons à la fin. Passons maintenant à la question qui vous a certainement traversé l'esprit. Et les humains? Le venin de crapaud est-il dangereux pour nous aussi? La réponse est, comme souvent, plus complexe qu'un simple oui ou non. Tout dépend énormément de la manière dont le contact se produit. Si vous prenez un crapaud dans la main et que vous avez une peau saine, sans écorchure, coupure ou eczéma, il ne se passera probablement rien. Le venin de crapaud traverse très mal un épiderme intact. Vous ressentirez peut-être une légère brûlure, la peau pourrait rougir un peu, mais c'est essentiellement tout. Vous vous lavez les mains et le problème est réglé. Mais imaginez maintenant un autre scénario. Vous prenez le crapaud en main, puis vous vous frottez les yeux avec cette même main. Ou bien vous avez une petite coupure faite avec un couteau pendant le barbecue, et le venin pénètre directement dans la plaie ouverte. Ou encore, et c'est le scénario qui concerne surtout les jeunes enfants, vous portez votre main à la bouche. À ce moment-là, la situation change radicalement. La muqueuse oculaire est l'un des tissus les plus sensibles et les plus perméables du corps humain. Quand le venin de crapaud l'atteint, la réaction est immédiate et intense. L'œil brûle, pleure, la muqueuse gonfle. Cela peut provoquer une rougeur, une conjonctivite et, dans les cas plus graves, une vision floue temporaire. Et si le venin atteint la cavité buccale, l'être humain ressent la même chose que le chien. Brûlure, salivation excessive, nausées, vomissements. Chez un adulte, cela ne représente généralement pas un danger de mort, car notre masse corporelle est suffisamment élevée pour que la dose de venin d'un seul crapaud ne soit pas fatale. Mais chez un petit enfant de 10 ou 15 kg, c'est une toute autre histoire. Pourquoi les jeunes enfants sont-ils les plus exposés? Premièrement, ils ont une masse corporelle plus faible, donc la même dose de venin agit beaucoup plus fort sur eux. Deuxièmement, les enfants ont tendance à porter des choses à la bouche. Il est donc beaucoup plus probable que le venin atteigne les muqueuses. Et troisièmement, les enfants ne se lavent pas les mains automatiquement, ne réalisent pas le risque et ne peuvent pas décrire ce qu'ils ressentent avant que les symptômes ne s'aggravent. C'est pourquoi les pédiatres recommandent sans équivoque: les jeunes enfants ne devraient pas manipuler le crapaud. Pas parce que le crapaud est agressif, il ne l'est pas. Pas parce qu'il attaquerait, il ne le fait pas. Mais parce que son mécanisme de défense est chimique
et que les enfants y sont bien plus vulnérables que les adultes. Et vous savez ce qui me fascine le plus dans tout cela? C'est que ce venin, ce cocktail de substances que le crapaud porte sur sa peau, n'a pas seulement fasciné les hommes modernes, il a fasciné des civilisations entières pendant des millénaires. Et ici, je voudrais vous demander une chose. Si ce sujet vous intéresse, si vous apprenez quelque chose de nouveau, et que vous voulez que nous explorions en profondeur d'autres animaux que vous croisez tous les jours, abonnez-vous. Vraiment, un simple clic nous aide énormément à continuer ces épisodes. Reprenons maintenant, car l'histoire du venin de crapaud, dans l'histoire humaine, est absolument incroyable. Commençons par la Chine, et pas la Chine moderne. Mais il y a des milliers d'années, la médecine traditionnelle chinoise connaît une préparation appelée Chansu. Elle est fabriquée à partir de sécrétions séchées de glandes de crapaud, plus précisément de l'espèce Bufo gargarisant, un cousin asiatique de notre crapaud commun. Cette préparation est utilisée en médecine chinoise depuis au moins 2000 ans. On en trouve mention dans certains des plus anciens textes pharmacologiques chinois. Le chansu était traditionnellement utilisé comme remède pour toute une série de maux. Maux de dents, inflammation, œdème, certains troubles cardiaques. On l'appliquait localement sur la peau, mais on l'utilisait aussi par voie interne à des doses extrêmement précises et infimes. Les médecins chinois savaient depuis longtemps ce que la pharmacologie moderne n'a confirmé que ces dernières décennies, à savoir que la différence entre un poison et un médicament ne tient souvent qu'à la dose. Et pour le venin de crapaud, c'est d'autant plus vrai. Mais la Chine n'est pas le seul endroit où l'on a remarqué le venin de crapaud. Déplaçons-nous à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud. On y trouve des crapauds de l'espèce Bufo alvarius, également connu sous le nom de crapaud du fleuve Colorado ou crapaud du désert de Sonora. Leur venin contient une substance très spécifique, la 5-méthoxy-NN-diméthyltryptamine. Vous connaissez peut-être ce composé aujourd'hui sous son nom chimique abrégé 5-MeO-DMT, mais l'essentiel est ce qu'il provoque. C'est une substance psychoactive puissante, l'un des hallucinogènes naturels les plus puissants de la planète. Les tribus autochtones dans la région du Mexique actuel et du sud-ouest des États-Unis connaissent les effets de cette substance depuis des siècles. Des rituels chamaniques impliquant le venin de crapaud sont documentés dans des découvertes archéologiques et des récits ethnographiques. Les chamans léchaient directement les crapauds, ou plus souvent, faisaient sécher leur sécrétion pour ensuite la brûler et en inhaler les vapeurs. Les effets étaient décrits comme des expériences mystiques extrêmement intenses. Des visions, des sentiments de dissolution de l'ego, un contact avec le surnaturel. Et ici, je me permets une petite remarque personnelle. Quand on réalise que nos ancêtres ont réussi à extraire d'une créature verruqueuse, que la plupart d'entre nous considèrent comme un animal répugnant, des substances qui changeaient la conscience et soignaient des maladies, on ne peut qu'être admiratif devant la profondeur avec laquelle des hommes observaient la nature. Ce n'étaient pas des primitifs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'étaient des expérimentateurs qui, par tâtonnement génération après génération, ont bâti des connaissances pharmacologiques sur lesquelles la science moderne s'appuie seulement aujourd'hui. Et cela nous amène à la médecine moderne, car le venin de crapaud n'est plus seulement une curiosité pour études ethnographiques. C'est un sujet de recherche scientifique sérieuse, une recherche qui pourrait changer la vie de millions de personnes. Vous vous souvenez de la bufotoxine et de la bufagine, ces stéroïdes cardioactifs dont nous avons parlé au début? Il s'avère que ces substances possèdent une capacité remarquable. Elles peuvent détruire sélectivement les cellules cancéreuses. Oui, vous avez bien lu. Des substances issues du venin de crapaud sont aujourd'hui activement testées comme médicaments anticancéreux potentiels. Comment cela fonctionne-t-il? Les cellules cancéreuses diffèrent des cellules saines, entre autres, par la manière dont elles régulent leur propre croissance et leur mort. Une cellule saine possède un mécanisme intégré qui lui indique quand elle doit s'arrêter de se diviser et quand elle doit mourir. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Les cellules cancéreuses contournent ce mécanisme, se divisent de manière incontrôlée et refusent de mourir. Et c'est précisément là qu'intervient la bufagine. Des études en laboratoire ont prouvé que la bufagine peut réactiver le mécanisme d'apoptose dans les cellules cancéreuses. En d'autres termes, elle force les cellules cancéreuses à se comporter à nouveau comme des cellules normales et à mourir quand elles le doivent. La recherche se concentre principalement sur le cancer du foie, le cancer de l'estomac et certains types de leucémie, et les résultats sont prometteurs pour l'instant, bien qu'il faille souligner que nous en sommes encore à la phase de recherche, en laboratoire et préclinique. Le chemin est encore long avant de voir un médicament fonctionnel en pharmacie, mais le simple fait que le venin de crapaud, cet animal que vous écartez du chemin du pied, quand vous allez au garage le soir, puisse un jour aider à combattre le cancer, n'est-ce pas absolument fascinant? Et il n'y a pas que le cancer. La bufoténine, la composante psychoactive du venin de crapaud, est étudiée ces dernières années dans le cadre du traitement des dépressions et du trouble de stress post-traumatique. La recherche sur la psychothérapie assistée par psychédéliques
est aujourd'hui l'un des domaines de la psychiatrie qui progresse le plus rapidement. Et les substances dérivées du venin de crapaud font partie de cette recherche. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que la nature a toujours eu les réponses. Il fallait juste apprendre à bien interroger. Nous savons donc maintenant ce que le crapaud porte sur sa peau. Nous savons que cela peut être dangereux pour les chiens, les jeunes enfants et pour quiconque se contamine les muqueuses. Nous savons que ce même venin a fasciné les civilisations et fascine aujourd'hui les scientifiques. Mais voici la question que vous vous posez peut-être, en ce moment. Devrais-je m'en débarrasser? Devrais-je chasser le crapaud de mon jardin? Et ma réponse est univoque et ferme. Non, absolument pas. Voici pourquoi. Le crapaud commun est l'un des pesticides naturels les plus efficaces que vous puissiez trouver dans votre jardin. Et je ne dis pas cela de façon imagée, c'est littéral. Un seul crapaud adulte peut, en une saison du printemps à l'automne, dévorer une quantité incroyable de nuisibles. On parle de milliers d'insectes, de larves, de limaces, de chenilles, de coléoptères, de pucerons, de fourmis et d'autres créatures qui autrement décimeraient vos parterres, vos fraises, vos légumes. Mettons cela en perspective. Le crapaud chasse chaque nuit, du crépuscule à l'aube. C'est un prédateur nocturne doté d'un appétit incroyable. Sa technique de chasse est simple mais efficace. Il reste assis, attend, et quand une proie arrive à portée, il projette sa langue. Toute l'attaque dure une fraction de seconde, puis il attend à nouveau. Et encore, toute la nuit, chaque nuit, tout l'été. Les limaces sont l'une des cibles principales du crapaud, et c'est une information clé pour les jardiniers. Les limaces sont le cauchemar de tous ceux qui cultivent de la salade, des fraises ou des hostas. Elles sont extrêmement voraces, se multiplient rapidement, et les produits chimiques contre elles sont soit inefficaces, soit nocifs pour les autres organismes. Mais le crapaud, lui, est taillé sur mesure pour les limaces. Il a une large gueule, un système digestif puissant, capable de gérer le mucus, et un appétit sans fin. Là où vivent des crapauds dans un jardin, la population de limaces est nettement plus faible. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait vérifié par l'observation que n'importe quel jardinier expérimenté vous confirmera. Mais le crapaud ne chasse pas que les limaces. Son menu comprend aussi des larves de moustiques, ce que tout le monde appréciera lors d'une soirée d'été au jardin. Il mange les dorifores qui détruisent les pommes de terre. Il mange les vers fils de fer qui dévorent les racines des plantes. Il mange les chenilles qui percent les feuilles de choux et de chou-fleur. Le crapaud est, en somme, un système de contrôle des nuisibles vivants, respirants fonctionnels, et cela totalement gratuitement, sans chimie, sans effet secondaire sur le sol et sans dommage pour les autres organismes utiles. Et réfléchissez-y sous un autre angle. Savez-vous combien coûte un traitement chimique professionnel d'un jardin contre les nuisibles? Et savez-vous combien coûte un crapaud? Rien. Il vient de lui-même, s'installe et travaille. La seule chose qu'il demande en retour, c'est un peu d'humidité, un peu d'ombre et de la tranquillité. C'est une affaire plutôt avantageuse, ne trouvez-vous pas? Et voici une autre raison pour laquelle vous ne devriez pas chasser le crapaud de votre jardin. Le crapaud commun est une espèce protégée par la loi en France, comme dans une grande partie de l'Europe. Il figure sur la liste des espèces protégées par l'arrêté du 8 janvier 2021. Cela signifie qu'il est interdit de le tuer, de le blesser, de le capturer ou de le détenir intentionnellement. Toute infraction est passible d'une amende, et cela a une raison d'être. Les populations de crapauds diminuent dans toute l'Europe depuis quelques décennies. Le trafic automobile, la perte des zones humides, l'assèchement des mares, des pesticides agricoles, tout cela nuit aux crapauds. Chaque crapaud qui vit dans votre jardin est en fait un petit trésor écologique. Mais cela ne signifie pas que vous devriez le manipuler sans précaution. Nous arrivons ici aux règles pratiques de cohabitation qui feront du crapaud un voisin utile et non une menace. Règle numéro 1. Ne manipulez pas le crapaud à main nue, sauf si c'est absolument nécessaire. Si vous devez le déplacer, par exemple, s'il est sur la route ou dans un endroit où un chien pourrait le trouver, utilisez des gants. Des gants de jardinage épais sont idéaux. Si vous n'avez pas de gants, vous pouvez glisser délicatement le crapaud sur un morceau de carton ou dans un seau pour le transporter. Le but est de minimiser le contact direct de peau à peau. Règle numéro 2. Après tout contact avec un crapaud, lavez-vous immédiatement les mains avec de l'eau et du savon. Soigneusement, en faisant attention à l'espace, sous les ongles et entre les doigts. Et surtout, ne vous touchez pas le visage, les yeux ou la bouche avant d'avoir lavé vos mains. C'est crucial. La plupart des problèmes liés au venin de crapaud chez l'homme surviennent justement parce qu'une personne s'est frotté les yeux ou touché les lèvres après avoir été en contact avec l'animal. Règle numéro 3. Et ceci est absolument fondamental pour les parents de jeunes enfants. Expliquez-leur que le crapaud n'est pas un jouet. Il ne faut pas les effrayer. Pas besoin de leur dire que le crapaud est mortellement venimeux, car ce serait trompeur. Mais ils devraient savoir qu'ils ne doivent pas le prendre dans leurs mains, et que s'ils le touchent, ils doivent immédiatement se laver les mains. Un message simple,
facile à retenir, efficace. Règle numéro 4. Pour les propriétaires de chiens. Ici, la situation est plus complexe, car il est difficile d'expliquer à un chien de ne pas attraper un crapaud. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Premièrement, le soir et la nuit, quand les crapauds sont actifs, gardez votre chien sous surveillance, surtout si vous savez que des crapauds vivent dans le jardin. Deuxièmement, apprenez à votre chien un ordre de rappel efficace pour l'éloigner du crapaud. Troisièmement, si vous savez que votre chien a tendance à attraper tout ce qui bouge, évitez de le laisser seul dans le jardin le soir et préférez le sortir en laisse. Et quatrièmement, le plus important, connaissez les symptômes de l'empoisonnement et sachez quoi faire si cela arrive. Si votre chien attrape un crapaud, vous devez agir vite. La première étape est de lui rincer la gueule avec de l'eau, abondamment, idéalement avec un tuyau d'arrosage ou une bouteille d'eau. Ouvrez-lui la gueule et rincez de manière à ce que l'eau s'écoule vers l'extérieur, pas vers la gorge. Vous ne voulez pas que le chien avale l'eau mélangée au reste de venin. Rincez pendant au moins 10 à 15 minutes. Simultanément, appelez un vétérinaire ou rendez-vous directement aux urgences vétérinaires. Chaque minute compte. Et n'oubliez pas, même si le chien semble aller bien après le rinçage, emmenez-le chez le vétérinaire pour un contrôle. Les effets du venin peuvent apparaître avec un certain délai. Règle numéro 5. Que faire si le venin pénètre dans les yeux? Encore une fois, rinçage immédiat et abondant à l'eau claire et courante pendant au moins 15 minutes. Ne frottez pas, rincez simplement, puis consultez un médecin, même si tout semble être rentré dans l'ordre. La muqueuse oculaire est sensible, et des inflammations peuvent se développer même des heures plus tard. Règle numéro 6. Créez dans votre jardin des conditions qui conviennent aux crapauds, tout en minimisant les risques de contact. Les crapauds adorent les endroits humides et ombragés, les tas de pierres, les vieilles souches, les espaces sous des planches ou les composteurs. Ce sont leurs cachettes préférées. Si vous leur offrez un tel abri dans un coin reculé du jardin, loin de la terrasse, loin de l'endroit où jouent les enfants, loin de la niche du chien, les crapauds s'y déplaceront naturellement. Vous n'avez pas besoin de les déménager. Il suffit de leur proposer une meilleure alternative et ils l'accepteront. Mais vous vous demandez peut-être, et c'est une question légitime, pourquoi le crapaud est-il venimeux au fond? Quel est le sens biologique de cela? Pourquoi ne pas avoir évolué comme une créature non venimeuse qui vivrait simplement sa vie tranquille de crapaud? La réponse est fascinante et étroitement liée au fonctionnement de l'évolution. Le crapaud commun est lent, très lent. Contrairement aux grenouilles qui fuient par des bonds immenses, le crapaud se déplace par de petits pas trottinants. Il n'a pas les longues pattes arrière musclées des grenouilles vertes ou rousses. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut pas plonger dans l'eau d'un seul bond. Il ne peut pas sauter de branche en branche. Le crapaud est, du point de vue de la mobilité, l'un des amphibiens les plus lents qui soient. Et dans la nature, où tout le monde veut vous manger, de la couleuvre au héron, en passant par le hérisson, ce n'est pas vraiment un avantage. L'évolution a donc dû trouver une autre solution, et elle l'a trouvée dans la chimie. Au lieu de fuir, le crapaud empoisonne. Son venin et son armure, sa défense, sa façon de dire au prédateur: Laisse-moi tranquille, je n'en vaux pas la peine. Et ça marche. La plupart des prédateurs qui essaient de manger un crapaud vivent une expérience tellement désagréable qu'ils ne recommenceront pas. Une couleuvre qui avale un crapaud peut vomir pendant des heures. Un chat qui lèche un crapaud se met à baver excessivement et s'en désintéresse aussitôt. Même les oiseaux apprennent vite que le crapaud n'est pas une proie convenable. Seuls quelques prédateurs spécialisés parviennent à manger le crapaud sans conséquence. L'un d'eux est le hérisson, qui possède une résistance remarquable à toute une série de poisons. Un autre est un serpent, plus précisément la couleuvre à collier, qui possède des enzymes spécifiques neutralisant le venin du crapaud. Et voici une question qui est peut-être la plus intéressante de toutes. Savez-vous pourquoi le crapaud a cet aspect si caractéristique? Pourquoi a-t-il cette peau sèche, rugueuse et verruqueuse, si différente de la police et brillante des grenouilles? La plupart des gens pensent que c'est juste une question d'esthétique. Mais en réalité, ces verrues sont fonctionnelles. Beaucoup d'entre elles sont précisément ces minuscules glandes à venin dont nous avons parlé. La peau du crapaud est littéralement parsemée de miniatures usines chimiques, dont chacune produit une petite quantité de sécrétions défensives. Le crapaud est essentiellement une arme chimique sur pattes, et ses verrues sont ses dépôts de munitions. Au passage, voici un mythe qu'il faut dissiper une fois pour toutes. On n'attrape pas de verrues à cause d'un crapaud. Cette vieille croyance populaire selon laquelle, si vous prenez un crapaud en main, il vous poussera des verrues, est une absurdité totale. Les verrues chez l'homme sont causées par le virus du papillome humain, VPH, un virus qui n'a absolument rien à voir avec les crapauds. La peau du crapaud a certes un aspect verruqueux, mais ces verrues sont des glandes, pas des infections virales. Donc, si vous avez passé votre vie à éviter les crapauds par peur des verrues, vous pouvez respirer. De ce point de vue, le crapaud est parfaitement sûr.
Savez-vous ce qui est le plus remarquable dans toute cette histoire? C'est ce paradoxe, ce magnifique et élégant paradoxe dans lequel le crapaud existe. D'un côté, il est venimeux, sa peau produit des substances qui peuvent être dangereuses et dans certains cas mortelles. De l'autre côté, il est extrêmement utile. Il protège les jardins, régule les populations de nuisibles, il fait partie d'un écosystème qui fonctionne moins bien sans lui. Et son venin, ce même venin qui peut arrêter le cœur d'un chien, pourrait un jour aider à soigner le cancer. La nature n'est pas noire ou blanche, elle n'est pas divisée entre les bons et les méchants, les utiles et les nuisibles. La plupart des organismes existent précisément dans cette zone grise, où ils sont simultanément dangereux et bénéfiques, repoussants et fascinants. Le crapaud commun est l'exemple parfait de ce principe, et je pense que c'est un principe que nous devrions nous rappeler plus souvent. Disons encore quelques petites choses que la plupart des gens ignorent sur les crapauds et qui méritent d'être mentionnées. Le crapaud commun atteint un âge étonnamment avancé. Alors que la plupart des petits amphibiens ne vivent que quelques années, les crapauds vivent couramment 10 à 12 ans dans la nature. En captivité, dans des conditions idéales, on a enregistré des cas de crapauds ayant vécu plus de 30 ans. C'est absolument exceptionnel pour un animal de cette taille. Le crapaud qui s'installe dans votre jardin peut y vivre plus longtemps que votre chien. Les crapauds ont une fidélité remarquable à leur site de reproduction. Chaque printemps, généralement en mars ou avril, les crapauds entament ce qu'on appelle la migration printanière vers les points d'eau où ils se reproduisent. Et c'est incroyable. Ils retournent exactement au même endroit où ils sont nés eux-mêmes, année après année, toute leur vie. Ils peuvent parcourir pour cela des distances allant jusqu'à 2 kilomètres, ce qui est un exploit immense pour un animal qui se déplace à une allure de marche lente. Cette migration est malheureusement l'une des périodes les plus dangereuses de la vie d'un crapaud, car ils doivent souvent traverser des routes. En France, chaque printemps, une quantité énorme de crapauds meurt sur les routes. C'est pourquoi, dans de nombreux endroits, on installe des crapauducs, des passages sous les routes, et des bénévoles aident les crapauds à traverser. Autre curiosité, le crapaud commun ne s'attaquera pas à une proie si celle-ci ne bouge pas. Son instinct de chasseur est déclenché exclusivement par le mouvement. Si vous posez une limace morte devant un crapaud, il l'ignorera. Mais dès que la limace bougera, le crapaud attaquera. C'est un détail important pour comprendre comment le crapaud perçoit le monde. Son cerveau est programmé pour la détection du mouvement. Un objet statique n'existe pas pour lui. C'est pourquoi le crapaud reste immobile pendant des heures, ayant l'air de ne rien faire. Il attend, il observe, il scanne son environnement et attend un mouvement. Et encore une chose dont on parle rarement. Les mâles crapauds sont d'une persévérance extrême lors de l'accouplement. Quand un mâle saisit une femelle dans ce qu'on appelle l'amplexus, l'étreinte nuptiale, il s'accroche si fermement que pratiquement rien ne peut le détacher. Les mâles ne sont d'ailleurs pas très sélectifs envers les femelles. Ils saisissent n'importe quoi ayant la bonne taille et la bonne forme. On a documenté des cas où des mâles crapauds saisissaient d'autres mâles, des poissons, des bâtons et même des doigts humains. Et quand deux mâles se disputent la même femelle simultanément, cela donne lieu à des boules d'accouplement, où jusqu'à 5 ou 6 mâles s'agglutinent sur une seule femelle. Pour la femelle, cela peut même être mortel, car elle peut finir par se noyer sous le poids de tant de mâles. La stratégie de reproduction du crapaud est d'ailleurs fascinante. La femelle pond ses œufs sous forme de longs cordons et non en amas comme les grenouilles. Une seule femelle peut pondre entre 3000 et 6000 œufs en une saison. De ces œufs sortent des têtards qui, contrairement à ceux des grenouilles, sont déjà assez venimeux dès les premiers stades de leur développement. Ici aussi, cette défense chimique accompagne le crapaud toute sa vie. Mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que sur plusieurs milliers d'œufs, seule une poignée d'individus atteindra l'âge adulte. La plupart des têtards deviennent la proie des poissons, des oiseaux ou des larves de libellules. Beaucoup de jeunes crapauds qui viennent de terminer leur métamorphose meurent durant leurs premiers jours sur Terre. C'est une statistique brutale, mais c'est une statistique qui fonctionne. Les quelques individus qui survivent suffisent à maintenir la population. Et voici un autre point de vue, qui n'est peut-être pas tout à fait scientifique, mais qui me semble important. Nous, les humains, avons tendance à diviser les animaux entre les beaux et les laids, les attirants et les repoussants. Les papillons, les colibris, les chatons, eux sont beaux. Les crapauds, les araignées, les chauves-souris, eux sont laids. Et cette division esthétique influence malheureusement la manière dont nous nous comportons envers ces animaux, et les fonds que nous investissons dans leur protection. Pour sauver le panda, on dépense chaque année des sommes colossales. Pour sauver le crapaud, beaucoup moins. Pourtant, le crapaud est au moins aussi important pour le fonctionnement de l'écosystème que le panda. Il est peut-être temps d'arrêter de juger les animaux sur leur apparence et de commencer à les évaluer sur ce qu'ils font réellement. Et le crapaud commun fait beaucoup. Il protège les jardins, régule les populations d'insectes, fait partie de la chaîne alimentaire. Son venin inspire la recherche médicale. Le fait qu'il ressemble à une motte de terre humide avec des yeux ne devrait pas entrer en ligne de compte.
Cela m'amène à ma réflexion finale, au twist, avec lequel je veux vous laisser aujourd'hui. Le crapaud commun est venimeux. Sa peau produit un cocktail de substances qui peuvent endommager le cœur, perturber le système nerveux et causer de graves complications de santé. C'est un fait. Mais c'est précisément grâce à ce venin, grâce à ces toxines sur sa peau, que personne ne le mange. La couleuvre l'évite, le héron le laisse tranquille. Le chat apprend sa leçon, et le crapaud peut ainsi, dans le calme, nuit après nuit, rester assis dans votre jardin et éliminer méthodiquement des armées de limaces, de larves et de nuisibles qui autrement dévasteraient tout ce que vous avez planté. Son venin n'est pas un problème, son venin est une solution. C'est la raison pour laquelle il peut exister, pourquoi il peut survivre dans une nature pleine de prédateurs, et pourquoi il peut faire son travail dans votre jardin. Sans ce venin, le crapaud ne serait qu'une proie lente et sans défense qui disparaîtrait de nos jardins en une seule génération. Alors, la prochaine fois que vous le verrez assis sur le seuil de votre porte, dans un parterre ou sur le trottoir mouillé après la pluie, n'essayez pas de le prendre, ne le touchez pas, mais ne le chassez pas non plus. Laissez-le tranquille, respectez-le. Comprenez que cet animal qui a l'air si inoffensif et si peu attirant est en réalité un organisme sophistiqué doté d'un arsenal chimique, d'une biologie fascinante et d'un immense bénéfice pour votre jardin. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de respect, une nuance qui change tout. Je suis Jakub Prochaska. C'était Monde Sauvage. Si cet épisode vous a plu, si vous avez appris quelque chose que vous ignoriez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez des crapauds dans votre jardin et comment se passe la cohabitation. On se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien et respectez la nature qui vous entoure. À bientôt.